Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition. Nous débuterons par du sport automobile, ou plus précisément les nouvelles annonces concernant le Grand Prix de F1, suite à une réunion au ministère d'État. Pour info, cette compétition sera ouverte au public, peu importe l'origine de ce public, avec une jauge quand même de 40%. Nous verrons cela avec le ministre d'État, Pierre Dartout. Et nous vous proposerons ensuite d'écouter la réaction du commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator. Il sera notre invité. Le salon Ever ouvrira ses portes ce mercredi du côté du chapiteau de Fontvieille. Dans ce journal, les préparatifs de cette nouvelle édition dédiée aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Vous en avez probablement entendu parler. Le 19 mai sera synonyme entre autres du grand retour de la culture en France avec la réouverture des musées, des salles de cinéma et des théâtres. Nous recevrons à cette occasion le comédien Charles Berling qui est également le directeur d'un théâtre à Toulon. Et enfin, rencontre avec la jeune prodige Elena Renzetti de l'Académie Régnier III. Elle vient de donner un concert au piano à des élèves du lycée FANB. Mais avant cela, je vous l'ai dit, une conférence de presse a été organisée ce matin au ministère d'État concernant le dispositif du e-prix et du Grand Prix de Formule 1. Dispositif, vous l'imaginez, en lien avec la situation sanitaire. Écoutons justement Pierre Dartout, le ministre d'État, présente et précise au micro de Sandrine Nègre dans quelle mesure ces compétitions seront ouvertes au public. Le e-prix aura bien lieu samedi prochain et il aura lieu dans les mêmes conditions que le Grand Prix historique, c'est-à-dire avec les mêmes effectifs dans les tribunes, les mêmes tribunes ouvertes et puis également les mêmes conditions, c'est-à-dire les personnes qui sont résidents à Monaco, les salariés ou les personnes qui elles-mêmes sont clientes dans les hôtels. Il y aura ce Grand Prix qui se tiendra donc dans des conditions un peu différentes de celles du Grand Prix historique et du e-prix, en ce sens qu'il y aura une jauge plus importante, mais qui sera d'environ 40% au total, dans les tribunes assises. Il n'y aura pas de tribune debout. Et par ailleurs, il sera plus ouvert en ce sens qu'il n'y aura pas que les personnes résidentes, ou salariées ou résidant dans les hôtels. Il sera ouvert à toutes les personnes qui voudront venir, qui paieront leur billet, mais qui devront se doter d'un test PCR pour pouvoir accéder à la principauté pour tous ceux qui ne sont originaires de tout pays étranger, sauf dans des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Mais pour entrer dans les tribunes, pour accéder aux tribunes, il faudra également un test PCR et également pour les personnes ressortissant du Var et des Alpes-Maritimes. Vous l'avez entendu et vous avez pu le lire, différentes conditions d'accueil encadrent le e-prix et le Grand Prix de Formule 1. Et pour continuer sur cette thématique, nous recevons le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Votre réaction par rapport aux infos dont on vient de parler, ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement, un Grand Prix de F1 avec du public et des frontières ouvertes, quelle est votre réaction ? La réaction est forcément favorable, elle est bonne, puisqu'on est bien heureux de faire un Grand Prix de Formule 1, on est bien heureux aussi d'accueillir des spectateurs, même si c'est dans une jauge qui est relativement réduite, mais c'est indispensable dans ces conditions épidémiques que l'on connaît, même si elles sont en baisse. Oui. Je crois on peut être satisfait de ces chiffres-là. Oui, ça vous convient parce qu'on parle de 40%, soit c'est quoi, c'est 7500 personnes? Oui, c'est 7500 personnes, c'est l'équivalent, c'est un petit peu plus que 40%, mais ça permet quand même dans les tribunes d'avoir la distanciation physique avec une personne sur 3. Enfin, une personne séparée de son voisin par 2 sièges vides. Voilà, donc on respecte les conditions sanitaires et c'était le but aussi, puisqu'on reste en situation épidémique. Là, on parle donc du Grand Prix, le jeudi, le samedi et le dimanche. En revanche, il y aura une différence le vendredi 21 mai. Habituellement, on faisait une journée gratuite, oui. Et donc il n'y avait pas de contrôle. Tout le monde pouvait rentrer dans les tribunes. Ça sera encore le cas. Sauf que là, il faudra présenter un test PCR si on n'est pas ni monégasque, ni résident, ni salarié, ni scolaire en principauté. Voilà, c'est la seule différence. C'est la seule différence. Et avec une jauge de 3000 personnes, je crois, le vendredi. Oui, elle est réduite parce que ce n'est pas une journée qui attire énormément de monde, même si elle est gratuite, ça n'est qu'une demi-journée. C'est uniquement la matinée. Il y a quand même une course de Formule 2, donc ça peut être intéressant. C'est surtout intéressant pour les gens qui n'ont pas soit les moyens, soit l'envie, soit le désir d'assister aux journées du samedi et du dimanche, par exemple.
Et c'est comme ça que l'on estime suffisant d'autoriser 3000 personnes dans les tribunes, qui sont les deux plus grandes tribunes, puisqu'on n'utilisera que les tribunes K et les tribunes T qui sont sur le port. Les tarifs ont déjà été fixés parce que le Grand Prix historique était gratuit. Qu'en est-il du e-prix et qu'en est-il du Grand Prix de F1 ? Alors, je vais commencer par le Grand Prix de F1. Ouais. Les tarifs sont identiques, on n'a pas changé les tarifs. Donc, je ne les connais pas particulièrement, mais ce sont les tarifs habituels. On n'a pas augmenté depuis 2 ans, 3 ans maintenant. En revanche, pour la Formule E, c'est gratuit, comme pour le Grand Prix historique. Donc, les billets seront à disposition des monégasques, des résidents, des salariés de la principauté et des scolaires à partir de ce jeudi. Au guichet, les mêmes guichets que ceux qu'on a utilisés pour le Grand Prix historique. Et qu'est-ce que ça représente malgré tout pour vous, pour l'ACM, le retour comme ça des compétitions automobiles sur ce circuit ? Je crois que c'était un défi, mais c'est un défi qu'on s'est imposé déjà pendant le rallye, puisque on a été salué unanimement par le monde automobile pour notre succès en quelque sorte. Et on tenait vraiment à cœur, parce que le Grand Prix de Monaco, ça reste une institution. C'est quelque chose c'est une manifestation qui rapporte à la principauté et qui rapporte aussi à l'image de la principauté. Donc on ne veut pas que cette image soit détériorée. Donc il faut absolument qu'on respecte toutes les règles qui nous ont été fixées, que l'on appliquera, avec du personnel sans doute supplémentaire, parce qu'il faudra contrôler un petit peu plus au niveau des entrées de tribunes, forcément. Oui. Moins de spectateurs, c'est plus de problématiques et donc plus de personnes du côté de l'ACM, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, bien sûr. Mais enfin, on préfère avoir 20 000 spectateurs par jour que 7 500 quand même. Quelles sont les complexités d'organisation pour ces compétitions avec la crise sanitaire et les incertitudes ? Ça doit être extrêmement compliqué à gérer. Les tests PCR sont obligatoires pour nos commissaires, pour tous nos personnels qui sont au contact des gens qui viennent, soit pour le Grand Prix historique, soit pour la Formule E, soit pour la Formule 1. Ce sont des gens qui sont bénévoles et qui n'ont pas forcément un jour supplémentaire pour pouvoir se faire tester. Donc c'est compliqué, parce que la F1 comme la F1 demande à ce que les gens qui sont au contact, justement, les personnes étrangères pour elles, et qui sont au contact, doivent passer des tests chez eux. Et ce n'est pas toujours facile. Donc on est en discussion avec les 2 promoteurs pour savoir si on peut faire, et si chacun peut faire son test PCR par devers lui, c'est-à-dire chez son pharmacien, chez son médecin, plutôt que de venir à Monaco la veille ou l'avant-veille, pour ne revenir qu'après officier en tant que commissaire de piste, par exemple. Et 3 grands prix, que ce soit l'historique, le e-prix ou la F1 en quelques semaines, c'était du jamais vu. Et dans ces circonstances-là, c'est gérable ? Ça reste gérable, mais je pense que c'est la seule fois où vous le verrez, parce que c'est extrêmement compliqué. Toutes les épreuves se superposent, toutes les communications, toutes les visioconférences que l'on a s'additionnent et ça devient difficile à gérer. Mais on va y arriver. Ça, vous pouvez nous faire confiance, on a été formés aussi pour ça. Absolument. Christian Tornator, on le rappelle, concernant le e-prix ce samedi 8 mai, avec une jauge de 6500 places et uniquement pour résidents travailleurs, et le Grand Prix de Formule 1 le dimanche 23 mai avec une jauge de 7500 places par jour. Et peu importe l'origine du public, mais il faudra présenter un test PCR de moins de 72 heures si vous n'êtes pas monégasque, résident ou salarié. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonsoir Fabien. Bonsoir. Passons au premier point sur l'information avec vous, Vanessa Dessy. Comme chaque semaine, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur les patients résidents et non résidents entre le 26 avril et le 2 mai est de 3262 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 1,72%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 65,19. Pour rappel, ce taux était de 86,05 la semaine dernière. Le centre de vaccination s'est déplacé au sein même du Grimaldi Forum. Effectivement, depuis ce lundi, le Centre national de vaccination, qui reste installé au Grimaldi Forum, s'est déplacé de quelques mètres. Initialement agencé dans la salle Ravel, il a été transféré dans l'espace Diaghilev pour permettre au Grimaldi Forum de préparer les prochaines expositions. La prise de rendez-vous et les modalités de vaccination restent inchangées. Le centre hospitalier Princesse Grace s'est vu remettre un chèque de 2 millions d'euros de la part de 2 généreux donateurs.
Les deux mécènes ont souhaité faire ce don conséquent pour permettre de financer des projets visant à améliorer le confort des patients et la prise en charge. En contact avec le CHPG depuis de nombreuses années, ils apprécient particulièrement l'organisation et l'efficacité des différents services. C'est la raison pour laquelle ces généreux bienfaiteurs ont décidé d'effectuer cette donation. La remise de chèques symboliques a eu lieu ce mardi au CHPG devant la plaque des donateurs. Merci Vanessa, on vous retrouve dans quelques minutes pour un autre point sur l'information. Demain, l'édition 2021 du Salon Ever ouvrira ses portes du côté du chapiteau de Fontvieille. Ce mardi était donc placé sous le signe des derniers préparatifs et des arrivées de véhicules. Sandrine Nègre et Serge Prémont les ont suivis pour vous. Hybride ou électrique? Voici le type de questions qui se posent sur Ever Monaco. Mais avant que les futurs clients ou visiteurs puissent tester les véhicules à l'honneur cette année, plusieurs phases ont dû être franchies, différents éléments ont dû être montés, installés, d'autant plus qu'Ever a quitté le Grimaldi Forum pour le chapiteau Espace Fontvieille. Aujourd'hui, c'est J-1, comme vous dites, et c'est l'installation des exposants. Donc, dans le chapiteau et Ride and Drive, donc depuis ce matin 8h, il y a tous les exposants qui arrivent avec les voitures, leur mobilier, leur matériel. Il y a une 60aine d'exposants cette année avec un village start-up, c'est une nouveauté, avec une 30aine de start-up aussi. Donc, et un Ride and Drive qui a doublé de volume, puisqu'on a 40 véhicules au Ride and Drive. Donc une grande nouveauté, c'est vrai que le fait d'être à l'espace Fontvieille, au niveau Ride and Drive, on a beaucoup plus de place et ça nous permet d'accueillir beaucoup plus de véhicules. Ce fut le cas en septembre 2020 et c'est encore le cas pour ce mois de mai 2021. Crise sanitaire oblige, l'événement doit aussi respecter les gestes barrières. C'est un challenge. Alors après, moi je tenais quand même à dire qu'avec la DAS, on est quand même beaucoup aidés. Ils sont très positifs, ils essayent de faire en sorte qu'on puisse faire notre événement dans les meilleures conditions. Donc effectivement, c'est un challenge dans l'événement parce que les exposants ne comprennent pas forcément que Monaco n'est pas forcément la France. Il y a des règles qui ne sont pas les mêmes, donc il faut réexpliquer. Mais bon, dans l'ensemble, les gens sont contents de pouvoir venir à un salon, participer, donc ça se passe bien. Et nous suivrons bien sûr le salon dès son ouverture. Reportage à suivre dans votre journal de 19h mercredi. C'est le grand retour de la culture en France, un secteur qui a été considéré à un moment donné non essentiel pendant cette crise sanitaire. Et bien à partir du 19 mai, les musées, les salles de cinéma et les théâtres vont pouvoir rouvrir dans l'Hexagone. Avec nous, un comédien bien connu, Charles Berling, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre Liberté à Toulon. Comment prenez-vous cette décision, cette réouverture ? Forcément comme un soulagement, c'est-à-dire depuis l'année dernière, on dit qu'on est prêt à ouvrir, donc on ne va pas le prendre mal. On prépare donc spécialement, justement à Château-Vallon, le festival d'été. Donc on va pouvoir en extérieur, là on n'est pas encore fixé sur les jauges, mais ça va, je l'imagine, se développer. Donc on doit toujours faire preuve de grande souplesse pour qu'on puisse bien faire des jauges soit à 30, soit à 50, soit à 70%. C'est très difficile de savoir pour l'instant. Quel est votre constat sur la culture en France, ou plutôt le fait qu'il n'y ait plus eu de culture en France ? La culture, pour moi, devrait plus être traitée qu'elle ne l'est comme une exception culturelle. Parce que je pense qu'on fait une grave erreur en voulant mettre la culture comme un produit, comme une consommation courante ou une consommation comme toutes les autres. Donc, je regrette que ce gouvernement en France ne soit pas un peu plus alerté sur la nécessité de faire une exception culturelle. Je pense par exemple au cinéma. C'est dommage qu'on ne traite pas le cinéma comme une exception culturelle. C'est ce qui a sauvé le cinéma français. Donc, je pense que d'un point de vue général, je parlais du cinéma là, mais c'est valable pour le théâtre, c'est valable pour toutes les activités culturelles en France. Je crois que c'est fondamental de penser autrement. Comment avez-vous vécu cette crise? Qu'avez-vous fait pendant cette période d'inactivité ou de quasi-inactivité culturelle? Oh non, alors de quasi-inactivité, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a beaucoup travaillé à faire et défaire. On a beaucoup travaillé à préparer la saison qui va venir, à préparer le festival d'été dans les théâtres,
Mais il n'y avait personne en revanche sur scène. Ça a dû être dur pour tous les comédiens. Mais vous savez, c'est un gros travail de préparer les choses et après c'est un gros travail de soutenir les compagnies, de faire que les résidences soient possibles, que disons la production ne s'arrête pas, que les œuvres puissent se créer quand même. On a fait beaucoup de choses, l'équipe a été très sollicitée et en plus dans un contexte, mais ça tout le monde le sait parce que tout le monde l'a vécu dans son propre métier, dans un contexte psychologique très difficile parce que c'est compliqué de bosser et puis de ne pas voir l'objet de son travail émerger, n'est-ce pas? Donc c'est démoralisant, donc il a fallu… bon, je pense que cette crise est très très difficile pour les jeunes compagnies. J'ai parlé avec beaucoup d'autres métiers et je pense que les jeunes sont des gens qui souffrent particulièrement. Et en tant que directeur d'un théâtre à Toulon, vous êtes prêt pour une programmation? Votre programmation, elle est déjà faite? Elle est en train d'être faite? Ah non, vous savez, une programmation, ça se fait vraiment longtemps à l'avance. Ça fait au moins 6 mois, plus de 6 mois qu'on travaille sur cette saison. Après, il y a eu les reports, les annulations, mais les reports. Donc, il a fallu faire une saison qui tienne compte du fait qu'on ne pouvait pas jouer en 20, 21. Donc, il faut reporter des spectacles pour ne pas les abandonner tout à fait. Et en même temps, proposer au public voilà, une belle programmation. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on est totalement prêt, y compris là, ça va ouvrir, disons, on va même… Pauline Bale vient avec un superbe Illusion perdue de Balzac, magnifique, une jeune compagnie. Il y a des spectacles comme ça qui vont pouvoir se faire fin mai, début juin. Et après, on a le festival d'été qui va aller du 24 juin du 25 juin au 31 juillet. Vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas chômé. En revanche, pour les comédiens qui, eux, n'ont pas pu travailler pendant cette période, comment est-ce que l'on relance la machine? Est-ce que c'est comme les sportifs, sans entraînement, on est rouillé en quelque sorte, on manque de rythme? Est-ce que c'est complexe de reprendre pour un comédien? On a eu des cas de gens qui disaient « je ne peux pas remonter toute la pièce, remobiliser tous les acteurs pour une représentation ». C'est beaucoup de travail parce que c'est un artisanat minutieux, donc on ne peut pas proposer des choses moches, des choses pas préparées au public. C'est pas moral, c'est pas éthique. C'est à la fois une grande souffrance pour les gens parfois d'abandonner, disons momentanément en tout cas, de ne pas pouvoir même reprendre. Là, même quand on dit on ouvre, ben, il y en a, ils disent moi je peux pas. Je ne peux pas, c'est impossible, je ne serai pas bien. Et vous avez hâte en tout cas de reprendre, que ces portes de théâtre et les rideaux se réouvrent? Oui, on a très envie, on a très hâte de rouvrir parce que notre métier est basé sur ce partage, sur cette convivialité, sur ces rencontres. Mais il est fondamental qu'on retrouve physiquement les gens, exactement comme j'imagine toute la population commence à faire des rêves sur comment s'embrasser bientôt, quoi. C'est-à-dire comment se retrouver physiquement. Je pense que toute la société a besoin de ça et on en fait partie largement. Charles Berling, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, merci à vous. Dans le cadre du Printemps des Arts, une jeune prodige de l'Académie Régnier III a rencontré des élèves de première au lycée FANB entre prestations et dialogue. Un cours, vous allez le voir, bien particulier et qui semble avoir séduit les élèves. Le reportage est signé Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Retenez bien son nom, elle s'appelle Elena Ranzetti et elle a un talent fou. Cette jeune musicienne a commencé le piano à l'âge de 4 ans et vient de participer à un masterclass aux côtés du musicien Bertrand Chamaillot pour le Printemps des Arts. Une jeune prodige qui a joué ses premières notes au sein de l'Académie Régnier III et qui, à 19 ans à peine, a déjà tout d'une grande. Et si le jeune âge d'Elena Ranzetti fait que l'on aurait tendance à la confondre avec les élèves, sa passion a été mise à nu. Entre deux prestations, la jeune femme a confié aux lycéens son amour pour la musique et son admiration envers plusieurs grands compositeurs. J'ai souhaité partager le fait que la musique est partout, en fait, la musique classique est partout. Que les compositeurs, c'était des génies, mais c'était aussi des êtres humains comme tout le monde. Ils ont eu leur histoire personnelle aussi qui ont influencé leur musique. Et j'ai surtout souhaité partager le fait que la musique, les concerts, c'est exceptionnel le fait qu'il y ait encore des concerts à Monaco, vraiment, parce que c'est un lieu de partage, c'est un lieu de communication. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui se rendent dans un même endroit pour écouter une personne ou un orchestre, bien sûr.
Et c'est un moment très intime et rempli d'amour. Moi, j'ai beaucoup aimé la découverte du piano, de l'instrument, parce que je connais un peu les instruments, puisque ma sœur, elle en fait. Ma sœur fait du piano, mon frère fait de la guitare. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressée de voir plus tard ce qui se passe quand on en fait presque son métier. C'était vraiment original. J'ai beaucoup aimé les parties où on découvre des compositeurs, etc. Et la partie où elle joue, je trouve ça hyper intéressant, l'interprétation qu'elle donne et l'intensité qu'elle met. On voit vraiment qu'elle est passionnée à jouer de son instrument et que ça la remplit de joie à chaque fois. Elena Ranzetti a postulé auprès de plusieurs écoles supérieures de musique, des conservatoires de musique de premier plan. Et si la jeune pianiste vient de réussir le concours d'entrée du Royal College à Londres et celui de la Haute École de musique de Genève, son cœur balance vers le Conservatoire de Paris. La jeune femme a d'ores et déjà été sélectionnée lors du premier tour et elle s'apprête d'ici quelques jours à passer le second. Alors si Elena Ranzetti ne sait pas encore quelle école elle intégrera à la rentrée, une chose est sûre, c'est que la jeune pianiste semble promise à un très bel avenir. Nous vous retrouvons Vanessa pour le reste de l'actualité en bref et on commence par une information qui nous vient du Palais Princier. Dans un communiqué de presse, le Palais Princier déclare avoir pris connaissance avec indignation de commentaires déplacés suite au match de football Monaco-Lyon qui s'est déroulé ce dimanche. Un drame humain, quel qu'il soit, et dans le cas présent ayant touché la famille princière, ne doit être comparé à un événement sportif. Au nom de sa famille, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II condamne de tels propos et son auteur en invitant au discernement et au respect dû à la mémoire de toute personne disparu. Le concert de Simple Minds prévu le 23 juillet prochain à la Salle des Étoiles est annulé. Effectivement, Fabien, en raison de l'incertitude actuelle concernant l'évolution de la pandémie de la Covid-19, les dates de la tournée européenne de Simple Minds, actuellement prévues pour juin, juillet et août 2021, seront, dans la mesure du possible, déplacées en 2022. Leur concert du 23 juillet prochain prévu à la Salle des Étoiles est malheureusement annulé. Les détenteurs de billets sont invités à se rapprocher de la billetterie SBM ou de leurs revendeurs afin de procéder au remboursement dès aujourd'hui. Une nouvelle exposition dédiée à l'océan se prépare en principauté. Oui, le vernissage est prévu le 25 mai. Jérémy Gobet présentera son travail. L'artiste va à la rencontre des matières, des objets et des ouvrages non façonnés. Au fil de ses expositions en France et à l'international, ses œuvres présentent une totale reconnexion avec la nature. Océan, une exposition à découvrir au Concept Store La Loggia, en partenariat avec de nombreux apnéistes. La mission pour la transition énergétique propose sa conférence annuelle. Et une conférence en ligne qui aura pour thématique Vivre sans déchets. Elle est prévue ce lundi à 17 h. Créée en 2016, la mission pour la transition énergétique prolonge l'action du souverain en faveur de la préservation de l'environnement. Des rendez-vous avec différents acteurs sont organisés tout au long de l'année. Pour vous préinscrire à la conférence, il vous suffit de vous rendre sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ouvrons un chapitre sport avec du basket. Après avoir mené l'AS Monaco Basket à la victoire, Zvezdan Mitrovic a été élu entraîneur de l'année de l'Eurocup pour la saison 2020-2021. Âgé de 51 ans, l'entraîneur monténégrin a rejoint Monaco pour la première fois en mars 2015. Rappelons qu'il vient d'écrire la plus belle page de l'histoire de la Roca Team en remportant l'Eurocup. En boxe, le digne représentant monégasque Hugo Mikalev a signé une belle performance ce week-end. Oui, Hugo Mikalev qui vient de remporter le tournoi Liga for Boxing à Alicante en Espagne ce dimanche. Le jeune boxeur se prépare actuellement pour son combat décisif début juin afin de décrocher son billet aux Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques mois. Un point météo à présent, quelle est la tendance pour ce milieu de semaine ? Eh bien, le ciel restera assez dégagé par moments. Même si quelques passages nuageux sont attendus en début d'après-midi, il soufflera une petite brise durant la journée. Les températures iront de 12 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 6 h 15 et se couchera à 20 h 38. Et nous fêterons les Judith.
Merci Vanessa. Parmi les infos du jour, des annonces concernant le Grand Prix de F1 avec une jauge à 40% et pas de restriction sur l'origine du public. Autre info, l'édition 2021 du Salon Ever ouvrira ses portes ce mercredi du côté du chapiteau de Fontvieille. Et ce sont justement les photos du jour, les préparatifs de ce salon dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Elles sont signées Stéphane Dana. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h. En attendant, portez-vous bien.